Alors, qui es-tu? Voilà, mon nom c'est Serge Tepperman, je suis architecte. J'ai terminé mes études à 1960, à l'année 1960, à la faculté d'architecture de l'Université de São Paulo. Dès que j'étais jeune, j'ai toujours voulu voyager. Alors j'ai essayé d'avoir un tas de bourses d'études pour aller à l'étranger. Je serais allé n'importe où. J'avais une bourse d'études pour le Paraguay, je serais allé. Enfin, je suis allé à toutes les ambassades, des choses comme ça, et j'ai réussi à avoir une bonne quantité de bourses d'études. Enfin, au début, j'ai eu une bourse d'études en Italie, à Florence, pour faire des dessins industriels avec Giovanni Spadolini, qui est un petit peu assez connu, et Klaus Koenig. Mais vraiment, je suis allé pour aller en Italie. Les cours, c'était la troisième ou quatrième chose plus importante. Je voulais voyager, voir la vie, etc. Alors, je suis resté un an. Après ça, j'ai gagné une bourse d'études pour l'Angleterre. J'ai travaillé à... Là, ça s'appelait Greater London Council. Ça fait des dessins des nouvelles villes anglaises. Je suis resté encore un autre an. Après ça, j'ai eu une bourse d'études à Paris. C'était pour faire des cours qui étaient très libres. Alors, vraiment, ce que j'ai mieux connu, c'était les vins, vraiment, les promenades. Enfin, l'architecture française, c'est pas grand-chose, de toute façon. J'ai voulu voir les travaux de Corbusier, les choses plus anciennes, plutôt que l'architecture moderne française. Après ça, j'ai une bourse d'études de l'UNESCO pour la Finlande. Et là, c'était la plus belle expérience professionnelle. Je travaillais 1 an et demi, presque 2 ans, chez Alvarado, qui est un type assez connu. C'est un des pionniers de l'architecture moderne. C'était le dernier qui était vivant, enfin. Après la Finlande, j'ai eu quelques petits voyages de bourse pour le Portugal, la fondation Gulbenkian, que ça s'appelait. Et je travaillais au projet de l'ambassade de Norvège et du Danemark à Brasilia. Alors j'ai fait ça à Oslo et à Copenhague. Après ça, je suis rentré, commencé un petit bureau, qui est toujours petit, disons, pour l'échelle internationale, c'est petit. Et j'ai travaillé au début, enfin, alors je crois que c'est mieux que vous posez des questions après. Enfin, c'est ces petits bureaux. Alors, pour un peu revenir dans ton passé, quel était ton travail surtout à Florence? Parce que c'est une très belle ville, Florence. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus, pénétrer un peu plus dans ton existence, ce que tu as fait à Florence? Il faut être franche, n'est-ce pas? Disons, si tu vas me demander sur mon travail, là, on est en travail, là, le mot pas travail. J'ai beaucoup travaillé à Londres et énormément en Finlande. Dans les autres pays, j'ai plutôt fait ce que les architectes faisaient il y a c'est pas 30 ans avant, il y a 40 ans. Les architectes vraiment voyaient, se promenaient, visitaient les bureaux des autres architectes, voyaient les villes. À Florence, j'ai fait formellement un cours de dessin industriel, esthétique industrielle, on parle en français ça. Alors il fallait faire des projets des lampes, des choses comme ça. Les cours étaient très intéressants, mais c'est très libre. Il faut dire que vraiment, Florence est une ville inoubliable pour n'importe qui, plutôt pour un architecte, n'est-ce pas? Alors je crois, par exemple, j'ai fait un cours d'esthétique industrielle, mais on pouvait s'inscrire dans n'importe où à l'université. Alors je me suis inscrit au cours de dessin. Je voulais dessiner. Dessin, disons, artistique. Et c'est drôle parce que qu'il nous fallait la faculté d'architecture, c'était la Facultà degli Studi, c'était à Piazza San Marco, que c'était à côté du musée où il y avait toutes ces sculptures inachevées de Michel-Angelo. Et c'est il y avait David et toutes ces sculptures inachevées. Et ce qu'on faisait vraiment, c'était dessiner ces sculptures au naturel. C'est une opportunité unique. À Florence, j'ai plutôt appris l'art que l'architecture. Et c'est difficile aussi de dire ce qu'on apprend en architecture. C'est pas comme une technique. Disons, un ingénieur ou un médecin va pour faire une technique précise qu'il va adapter ici. Tandis que lorsqu'on est architecte,
on apprend ça par osmose, on ne sait pas, ça vient par la peau, on ne sait pas exactement ce qu'on a appris. On commence à deviner ça lorsqu'on dessine. Et en plus le Brésil et l'Europe, ce sont des choses tellement différentes que c'est pas possible d'appliquer les choses comme ça. Ce sont plutôt les concepts, les principes. Hein. Enfin, à Florence, c'était plutôt l'art que l'architecture. Alors, vu que tu as travaillé quand même, disons, étudié et travaillé dans différentes villes en Europe, on apprend à travailler avec différents matériaux. Est-ce que cette expérience de matériaux, comme en Finlande, on travaille beaucoup avec du bois et du verre, est-ce que ces expériences étaient très positives pour toi quand tu es revenu au Brésil et tu as commencé à faire de l'architecture ici à Sao Paulo? Les conditions plutôt le climat, je crois, sont tellement différentes ici qu'en Europe. Et en plus, les conditions de richesse, je dis. Alors, je ne crois pas tellement que ce que j'ai vu ou appris sur les matériaux, j'ai pu appliquer ici. Et même des solutions architectoniques, etc., il m'a fallu des années et des années et des années pour pouvoir appliquer ça. Je crois que ça dépend aussi du genre de travail qu'on a. C'est drôle, mais c'est seulement maintenant, c'est incroyable, parce que c'est seulement maintenant qu'on commence à faire des projets avec lesquels on est vraiment content. Il faut passer une vie avec. Parfois, parce que je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'on fait en architecture brésilienne à ce moment, ou disons dans ces 15 dernières années. Mais pour pouvoir faire ce que je voulais faire, il faut avoir des clients, des genres de travail, des travaux qui permettent ce genre de choses, des clients de mentalité, disons, ouverte. Il faut avoir aussi des ressources économiques parce que surtout, par exemple, à Alvarado, on faisait des bâtiments incroyables, mais ils dessinaient chaque fermeture des portes, les petites lampes, etc., dans une échelle absolument artisanale, n'est-ce pas? C'était difficile. Même dans un pays où, ici, on peut faire ça, mais on n'a pas la même qualité. Et en plus, on ne peut pas se payer ce luxe. Alors, il faut avoir des projets assez spéciaux, ce qu'on a maintenant. Mais pendant des années, on a fait des choses très techniques, plutôt, hein, vraiment techniques. Alors, les matériaux sont différents, surtout l'étanchéité, etc. Ici, on peut avoir tout ouvert. Là, ici, le problème, c'est l'air conditionné. Là, il faut avoir des parois de mur double avec toutes ces choses-là qu'ici, on n'adapte pas. Alors, quels sont les problèmes, surtout pour les architectes qui construisent aussi bien au sud qu'au nord-est, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout sur les intensités de lumière, d'humidité, etc. Quels sont ces problèmes pour toi qui créent de l'architecture ici au Brésil? Bon, cette réponse va être longue, parce qu'il a dit que tu n'as pas encore vu ce que je fais. Alors, même sans avoir vu, je vais te décrire un peu ce qu'on fait, ce qu'on a fait pour que tu entres mieux dans la question. Alors, comme un architecte, on choisit, disons, c'est pas peut-être, dans certains pays on peut faire ça, mais ici on ne choisit pas ce qu'on fait, évidemment. Il faut avoir du travail, il faut le faire de la meilleure forme possible, mais on ne choisit pas. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce que je fais, etc. Mais, disons, au début, lorsque j'ai commencé, c'était possible d'avoir une petite agence ici. Maintenant, c'est très difficile, disons. Il y a une quantité énorme d'architectes, même si ces pays bâtit énormément, mais il y a une quantité énorme d'architectes. Alors, il faut attraper au début, j'essaie d'être très pragmatique dans cette discussion. C'est notre attitude en face de la profession, de toute façon. Alors, au début, on faisait ce qu'on pouvait, etc., plutôt à São Paulo. Alors, il y a eu un an où, 1973, 13. Oui, c'est peut-être en Suisse, c'est plus facile.
que le Brésil a déclenché une opération énorme pour les télécommunications. Et ça, on avait fait des petites choses en télécommunication, de très petites. Mais on dit que dans une terre d'aveugle qui a un œil est un roi. Alors il y avait personne, il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Il fallait bâtir rapidement c'était vraiment des centaines de bâtiments pour loger, parce que, vous savez, je ne sais pas, mais il y a 15 ans, pour téléphoner à quelqu'un, il fallait attendre une demi-heure à la ligne, pour téléphoner à Rio, c'était impossible, etc. Alors on a décidé de faire une opération énorme. Et on a successivement gagné des concours ou des batailles, je ne sais pas comment ça s'appelle tout ça, pour cette affaire-là, qui sont des choses très techniques, absolument techniques. Il y avait des délais incroyables pour faire ces projets, c'est-à-dire il fallait faire des projets de 10, 15 000 mètres carrés en 3 mois. Et des projets pas seulement d'architecture, mais d'électronique, tout ça. Alors, il a fallu qu'une petite agence devienne très organisée très rapidement. Et comme ça, on est devenu plutôt des techniciens. C'est-à-dire quand tu as dit que je vais parler avec des architectes d'avant-garde, ils ne sont pas tellement d'avant-garde. Maintenant, on a la chance de faire ce qu'on veut. Mais pendant des années, on a fait des choses qu'on vivait, mais on travaillait bien. Je crois que pour ce qu'on nous a demandé, on a bien travaillé, parce qu'on a fait ces bâtiments, ils sont dans tous les pays, et alors c'est maintenant que je place cette réponse. Il nous a fallu faire des projets pour tous les pays. C'est-à-dire on a des bâtiments dans tous les pays. Tout ça a dû être construit dans des conditions incroyables, parce que les bâtisseurs ne pouvaient pas nous téléphoner, parce qu'il n'y avait pas les téléphones, c'était exactement ce qu'ils mettaient en place, mettaient sur place. Il n'y avait pas de matériaux. La plupart de ces matériaux, ils viennent de São Paulo. Tout vient d'ici. Absolument tout. Il faut envoyer ça à l'Amazonie. Il faut envoyer j'ai fait des voyages pour voir ça, où j'ai vu des voyages vraiment au milieu de l'Amazonie, où j'ai vu des tomates. Et les gens me disaient, tu sais d'où viennent ces tomates? Je dis, bon, ça vient de São Paulo. Donc imagine les choses pour construire. Alors, dans ces bâtiments qu'on a fait, ils sont tous, pour des conditions techniques, ils sont tout à fait climatisés. Alors, on n'avait pas les problèmes de la lumière, du soleil, parce qu'ils sont tout à fait fermés. Mais on a commencé à être invité pour d'autres travaux. Et tu parles du nord-est, etc. Mais même ici, à São Paulo, même dans le sud, les conditions de climat sont très rudes, sont difficiles. Il fait très peu de froid. On dit l'hiver, etc., mais disons sur quelques jours. Il fait toujours chaud. Et je crois qu'au Brésil, les architectes sont très formalistes sur cette affaire de climat. C'est-à-dire, tu as vu des bâtiments d'hiver partout, etc., ou même du béton qui n'est pas un matériel étanche, il passe de la température, de l'humidité et tout ça. Ça, c'est purement du formalisme. Alors, on a toujours échappé de ça. Je crois que ça, c'est une chose qu'il a pris en Europe plutôt, pour comment affronter les conditions. C'est-à-dire, là, c'était des conditions du froid plutôt. Mais je dis, c'est fou de faire ces bâtiments qui n'ont aucune protection, etc. J'ai toujours échappé à ça. Et lorsque tu vois l'avant-garde, je parle, elle a toujours travaillé avec du béton, etc. Évidemment, ça donne des possibilités énormes. Mais le béton brésilien, ce n'est pas le béton suisse. Ça semble le marbre en Suisse. Ici, si tu vois un jour de pluie, il est absolument laid. En plus, il y a d'autres choses, c'est pas ce qu'on a parlé, mais il y a les procédés de construction, pas de construction, mais de sélectionner les gens qui vont construire, sont différents. C'est-à-dire, ces procédés, c'est toujours pour le meilleur prix. Le meilleur prix, évidemment, c'est un pays pauvre, mais lorsqu'on est pauvre, il faut choisir bien où on place cet argent. Alors, le meilleur prix, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution.
il faut toujours, j'imagine, les prix moyens, c'est plus juste. Mais alors les gens font le meilleur prix, après ça, ils commencent à faire des économies incroyables dans la construction. Alors lorsqu'on travaille avec les bétons, ces choses comme ça, évidemment, le béton, il faut le soigner, il faut faire avec du temps. Mais il y a les questions politiques. Il faut bâtir vite parce que le ministre va l'inaugurer la semaine prochaine. Et le jour suivant, on s'en fout de ce qu'elle fait. Alors qu'est-ce qui arrive avec cette architecture de béton? Elle est belle le premier jour, mais vraiment après un an, c'est incroyable maintenant parce que il n'y a pas je crois que ça, c'est une condition culturelle sur laquelle il faut compter. Il ne faut pas dire, bien, je vais faire un beau bâtiment, il faut qu'il soit bien soigné. Mais on connaît la politique ici. Les gens changent, ou même, ils veulent ces bâtiments pour l'inauguration. Après, c'est-à-dire, il faut projeter pour que ces bâtiments restent. Il ne faut pas pour qu'ils deviennent des ruines dans 10 ans, quelque chose comme ça. C'est assez fréquent ici. Alors, travailler avec les bétons, avec ces façades de verre qui laissent entrer tout le soleil, et après ça, les moquettes, tout ça, c'est absolument abîmé. Je ne crois pas que c'est une solution. Oui, vu que le béton est très roi ici au Brésil, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, comme aux États-Unis ou aussi en Europe, de l'acier pour la construction? Bien, d'abord, il faut dire que l'acier n'existait pas au Brésil comme une industrie jusqu'à 1937. C'était la première sidérurgique. Cette industrie sidérurgique, elle a toujours été utilisée pour d'autres choses que la construction. On a utilisé la sidérurgie dans la construction seulement où elle est imbattable, disons, dans des industries. Même les ponts ici sont toujours en béton. C'est-à-dire, on a utilisé la sidérurgie, je ne suis pas un technicien, mais disons la sidérurgie pour faire des voitures, pas des choses de construction. Alors, il y a une tradition de béton, mais il faut aller plus loin. La grande sidérurgie brésilienne est née après la fin. Enfin, tout est né, tout est mort ici après la Révolution de 64. Et tout est né, mais tout est mort aussi. Donc, ça dépend du point de vue dans ce qu'on place. Alors, on ne pouvait pas compter sur l'industrie. Pour faire du béton, de l'acier, il faut compter sur une industrie qui place ces matériaux, disons l'industrie américaine, qui est tout ça dit bien, pour bâtir un acier, il faut faire un plan détaillé, etc. Alors, le jour 30, on va vous donner 30 tonnes d'acier. Le jour 60, tandis qu'ici, ces industries, la plupart sont du gouvernement parce qu'il faut placer beaucoup d'argent pour faire une sidérurgie. Et alors, elles se couvrent aux situations politiques, c'est-à-dire si un privé va faire un bâtiment, il doit avoir 30 tonnes d'acier les mois suivants. Si le gouvernement lui demande, cette industrie ne respecte pas ses contrats, etc., alors on n'a pas l'assurance, la sûreté de pouvoir faire. Et ça continue comme ça. Et jamais l'industrie d'acier a fait du marketing sur les architectes parce que ce qu'elle peut promettre aujourd'hui, l'année suivante, c'est pas la vraie. Alors on fait un projet pendant un an, l'an suivant, il n'y a plus d'acier pour faire. Bon, en plus, il y a une autre chose. L'acier, ça dessine un système de construction industrialisé, très technique, très précis, qui n'est pas notre genre, mais disons plutôt du préfabriqué, c'est-à-dire c'est inutile de faire l'acier et après ça commencer à mettre des petits murs, etc. sur l'acier, il faut placer les verres comme ça, Alors il y a une autre chose raison par laquelle la préfabrication au Brésil va toujours aller lentement. Et même en étant un architecte, je dis que je me considère technicien plutôt qu'artistique, c'est un mélange, ça. Mais je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, tous les gens qui n'ont pas du boulot ici, qui ne sont pas qualifiés, le jour qu'ils veulent, ils trouvent d'emploi dans les bâtiments. Même s'ils ne savent rien faire, absolument rien. Enfin, tout notre maître d'ouvrage, on s'appelle maître d'ouvrage. Oui, sont d'anciens types qui sont entrés comme ça, dans la porte, ils demandent, pas contre maître, ils sont entrés comme les derniers types qui aident
on l'appelle d'apprenti même, qui aide le type qui met les briques, c'est-à-dire les derniers des derniers. Il devient ça, après ça il commence à mettre des briques, après ça il commence à faire un peu de la charpente, etc. Et enfin il devient maître d'ouvrage. Alors il a une population énorme, c'est-à-dire on croit de 3-4% à l'an, c'est pas 3%. On n'a pas d'emploi même pour les gens qui ils sont déjà. Imagine-toi pour les 3%, 10, 120 000 qui, tous les ans. Alors, le seul endroit où n'importe où il trouve, c'est-à-dire, même quand il y a une récession, il y a toujours tu vois, on appelle ça récession, mais tu vas dans la vie, tu vois une quantité incroyable de construction pour un pays qui est en récession, n'est-ce pas? En Europe, ça serait vraiment les booms, c'est qu'on voit ensemble. Hein? Mais pour nous, c'est la récession. Alors, tu imagines ce qui est les booms de construction ici. Les gens font des bâtiments 24 heures par jour, ils sèchent ces dalles en 2-3 jours, ils font 4 dalles par semaine, tu vois. Alors, il y a des années, il y a 2 ans, on emploie n'importe qui passe par la porte. Alors, ça, c'est c'est pas le mot décharge, c'est une valve valve de sécurité, je sais pas comment ça. Ça est plus la construction et la flexibilité pour l'emploi de tous ces gens-là. Lorsqu'il n'y a pas de place de n'importe où, tout le monde va à la construction. Parce qu'il y a toujours et ces gens qui font des barrages plutôt. Il y a des familles qui ils sont des gitans, c'est-à-dire ils voyagent on fait une quantité incroyable de barrages. Alors ces gens sont dans un barrage, ils restent là 6 ans, après ça ils touchent bien dans les barrages. Ils mouvent avec toute la famille, après ça la famille le met dans n'importe où. Alors cette construction faite avec les mains, c'est que le béton fonctionne assez avec, il a les machines ici dans la ville, mais le reste, c'est-à-dire le béton fait les dalles peut-être quelque chose, mais le reste c'était fait avec la main. Cette chose, et pas seulement la main, mais la construction en béton, ça présuppose des briques, des choses placées avec la main, ça emploie une quantité énorme de gens. Et moi, je suis favorable. Je dis, ça fait rien qu'on n'avance pas dans la technique, parce que comme ça, on emploie une quantité incroyable de gens. Bon, vu que le béton est très poreux ici au Brésil, pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas quand même un béton armé qui est de meilleure qualité? Toujours par des questions économiques. Voyons ça sur deux côtés. Un côté, les côtés des bâtiments du gouvernement. Il faut toujours placer l'accent sur cette histoire du bâtiment du gouvernement parce que tu sais que le gouvernement enjambe les 65% de l'économie du pays. Un peu plus, on devient un pays socialiste. Pas socialiste, capitaliste d'État, ce qui est différent. Alors, on parle toujours des bâtiments du gouvernement. C'est pas seulement les bâtiments, ce sont les ponts, les barrages, tout ça. Alors, voyons. Dans les bâtiments où il faut avoir une sûreté énorme, comme les barrages, parce que le béton est mal fait, ça tombe, etc. Alors, le béton est très bien fait, très bien soigné, etc. Dans le pont, c'est pas déjà la même chose. Évidemment, les ponts ne vont pas tomber, mais ils commencent à avoir des problèmes. Ils ont toujours des problèmes, il faut être renforcé, etc. Mais c'est pas la même chose qu'en barrage. Alors, la qualité, c'est pas la même, déjà. Dans le reste des bâtiments du gouvernement sont des écoles, des hôpitaux. Il y a toujours cette politique du meilleur prix. Alors les bâtisseurs font le meilleur prix, ils s'en foutent du béton quand même, parce qu'évidemment pour avoir un meilleur béton, il faut payer mieux, il faut faire... ça c'est pas la faute des bâtisseurs, c'est du gouvernement, parce qu'un bon béton, il faut qu'il soit curé pendant 28 jours, etc. Tandis qu'ici, les délais de construction sont incroyables, parce qu'il faut l'inaugurer, c'est pas combien. Alors on ne peut pas faire ça aussi, alors les résultats sont ce que tu vois. Du côté privé, lorsque les gens font leur propre industrie, ou ils font leur siège, enfin, ils font des bâtiments pour eux, alors le béton est très bien fait,
Mais c'est pas seulement bien fait. Les gens qui demandent ce genre de bâtiment, je veux pas du béton, ou ils disent bon, je veux du béton lorsqu'il y a des raisons pour ça. Parce que tu vois, une chose, en Suisse, on fait beaucoup ça. Hein. On utilise une quantité incroyable de béton, très bien fait, mais le béton est utilisé comme un matériel sans qu'on compte nécessairement sur ses qualités structurelles. Le béton est utilisé comme façade. C'est très beau en Suisse. Mais au Brésil ou n'importe où, le béton coûte cher. Hein? Il n'est pas un matériel bon marché. C'est-à-dire, je crois que dans un pays où il coûte cher, parce qu'il coûte vraiment cher, il faut l'utiliser plutôt où il est nécessaire, c'est-à-dire dans la structure. Pas pour fondation, les piliers, etc. Mais pas nécessairement faire un bâtiment en béton parce que ça nous coûte énormément. Alors, il coûte cher. En plus, il est mal fait parce qu'il coûte cher, etc. Alors, c'est qu'arrive. Les gens qui sont des privés, etc., soit ils échappent du béton, ou ils exigent que ce qu'il a de béton soit très bien fait. Mais lorsqu'ils vont vendre bâtiments, c'est différent, vendre des bâtiments de bureaux ou vendre des bâtiments de logement, alors c'est pour, ils veulent toucher le maximum. Alors ils font une très mauvaise qualité de ça. Ce sont des raisons, c'est drôle parce que les gens qui ne sont pas habitués commencent à discuter des critères artistiques ou mais ce ne sont pas du tout ce sont des questions. Je ne suis pas du tout marxiste, mais Marx qui disait que tout est fondé sur des raisons économiques, mais ici dans la construction c'est vrai. Avec tout ce que tu me parles, ça m'inquiète beaucoup. Il doit sûrement avoir, avec cette construction, pas mal d'accidents qui doivent se passer. Alors, dans ces cas-là, qui est touché le plus, les architectes, l'ingénierie ou les constructeurs? Disons, d'abord, ce défaut dont je parle, les gens ne sont pas tellement fous d'arriver au point de laisser ils font de la construction de mauvaise qualité, c'est-à-dire elle se détériore pendant des années, mais ils ne sont pas tellement fous de le faire tomber. C'est-à-dire c'est ce qu'ils imaginent. Disons, en pensant, personne ne veut faire ça parce que les problèmes sont énormes. C'est-à-dire, ils soient pas comme finissage, etc., comme comportement, mais pas comme une structure qui peut tomber. Mais le problème, c'est pas seulement la qualité du béton, alors ça c'est une autre chose. Ce sont les procédés fous de construction qu'on a, avec la vitesse et tout ça, et les meilleurs prix. Et alors, les choses tombent vraiment. C'est drôle parce qu'on a on a des ingénieurs de structure extraordinaires, on vend des travaux partout. Tu sais que les Brésiliens font des chemins de fer en Mauritanie, en Irak, des barrages en Afrique, etc. C'est-à-dire on a de la bonne ingénierie. Plutôt du génie civil, c'est formidable ici. Je vois que c'est très très bon pour des barrages, par exemple. Mais il y a pas mal d'accidents, des bâtiments qui tombent, etc. Mais c'est pas à cause des économies, c'est plutôt à cause du mauvais procédé de construction ou de la vitesse ou quelque chose comme ça. Et on a eu dans les années 70 une quantité énorme de ponts qui ont été faits 2-3 fois parce que ça tombait. Il y avait un mot ici d'un président Tic-Tac-Tac qui s'appelait. Mais ça, c'est un jeu de mots, ça, c'est difficile de dire. Mais le jeu de mots en portugais, ça veut dire ninguém segura este país. Ça veut dire personne ne va tenir ces pays, c'est-à-dire ces pays vont loin. Mais traduit, ça veut quelque chose de personne veut tenir ces pays. Oui, va se tenir à sécuriser. Ici, c'est le même mot. Alors, personne veut assurer ces pays parce que les choses tombaient vraiment. Hein. Il y a une quantité énorme de choses qui ont tombé. Mais, alors, si tu me demandes qui est responsabilisé ici, ce sont les pauvres qui sont toujours responsabilisés. Je ne connais pas des riches qui sont en prison, je ne connais pas des constructeurs qui sont en prison, je ne connais pas d'architectes, je ne connais pas d'ingénieurs, etc. Et
Je ne connais pas des banquiers, absolument pas. Quand il y avait des accidents aussi importants qui se passaient, comme tu disais, personne n'était enfermé, mais ça devait quand même toucher pas mal de populations qui traversaient ces ponts et tout d'un coup le pont tombe, c'est l'horreur. Alors comment réagissait le gouvernement ou la presse dans ce sens-là? Voilà, ce sont des questions difficiles. Évidemment, je mets la 5 parce que ça va paraître que je suis un pessimiste, etc. Ces bâtiments ne tombent pas tous les jours, mais enfin, disons que ça arrive une fois par an. Pour moi, c'est beaucoup, hein. Disons, parce qu'il ne faudra pas tomber. Alors, une grande quantité de ces choses tombent lorsqu'ils sont en construction, pas lorsqu'ils sont prêts. Alors, les gens qui sont tués sont des gens qui font le truc. Et alors, cette indemnisation, ça traîne pendant des années, etc., jusqu'à qu'on trouve que le juge dit que quelqu'un est coupable, etc. Alors, la presse, ça devient un sujet de presse pendant des semaines, des mois, après ça s'arrête. C'est pas seulement au Brésil, ça peut... mais il ne faut pas donner à ces choses, ça je dis, on a peut-être dévié le sujet de notre conversation, mais il ne faut pas se donner à ces choses une dimension très grande. Parce que vraiment, c'est comme, disons, les accidents d'avion. Il y a une quantité énorme d'avions qui volent, une fois tous les mois, quelque chose en tombe. Statistiquement, c'est vraiment peu. Parce que c'est combattu au Brésil, disons, à Itaipu, par exemple, que il y avait 30 000 employés, quelque chose comme ça. C'est-à-dire la quantité d'accidents qu'il y a. C'est qu'il n'y a plus d'accidents, ce n'est pas d'accidents de choses qui tombent. Ce sont les accidents dus à la manque de sécurité sur les chantiers, ce qui est différent. Les ouvriers qui travaillent sont sentus de sécurité, enfin les briques qui tombent n'importe où, c'est ça plutôt. Les accidents frais du pont qui tombent, etc., sont très rares. Ce qui est pire, mais ça, c'est un réflexe de la propre industrie brésilienne. C'est-à-dire sur les chantiers, ou même sur les industries métallurgiques, etc., il y a une quantité énorme des accidents de travail. Ce sont des choses différentes. Pourrais-tu nous expliquer quelle est la direction que prend votre bureau d'architecture? La direction que prend le bureau notre bureau d'architecture, je crois qu'elle vient... Ça vient vraiment des années que j'ai été en Europe. J'ai vu la sérieuxité avec laquelle, j'imagine, peut-être vous avez vos idées différentes, mais pour nous, ça me semble très sérieux comment est-ce qu'on fait un projet. Et alors, je suis rentré, enfin, au début, il y avait tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il fallait avoir cette responsabilité technique sur un travail et que ça a été regardé d'une façon secondaire et même péjorative. Comme si vous êtes des ingénieurs, ce que je trouve un éloge, c'est être un ingénieur. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la créativité, mais je crois que ça doit marcher ensemble, qu'on ne peut pas faire placer une avant l'autre. Je crois que ça... Et la technique, il faut compter, la technique, ça compte aussi sur les ressources économiques dont on dispose pour faire un bâtiment. Alors tout ça, c'est un mélange. Je dis aux gens ici, écoutez, nous avons fait l'université, nous sommes des privilégiés dans un pays qui a 1% de la population à l'université, pas même ça, qui est payé pour tout le monde parce que je fais l'université de l'État. Et on espère, je dis pas ça démagogiquement parce que je vais dire ce que je fais aussi. Okay? J'ai dit ça aux élèves que j'avais à l'université, j'ai donné des cours à l'université de São Paulo pendant 9 ans. J'ai dit on est des privilégiés, on est payé pour cette société de pauvres. On n'est pas payé pour faire des bâtiments à notre gloire. Et on est payé pour faire des bâtiments qui soient utilisables pour les gens, qui ça coûte, c'est les pays qui sont techniquement, qui résistent pendant des années. Et en plus, si on peut leur donner une belle créativité, formidable, parce que nous sommes des architectes et pas des ingénieurs. C'est-à-dire un ingénieur aurait essayé
comment est-ce qu'on dit, de répondre à toutes ces autres questions, pas avec la même qualité qu'un architecte, parce qu'il n'a pas la vision de synthèse qu'un architecte. Même techniquement, il n'a pas la même vision de synthèse des espaces. Mais il aurait répondu quand même. Mais il n'aurait pas répondu à la question de la créativité. Je crois que comme un architecte, il faut répondre à tout ça, plus la créativité. Mais il ne faut pas placer la créativité avant. Il faut mettre sur les mêmes places. Et je dis ça comme une philosophie. J'ai été professeur à l'université. J'ai laissé passer vraiment la folie d'être professeur à l'université. J'écris une quantité énorme d'articles. J'ai des contrats pour plusieurs magasins d'architecture, même de décoration, etc. Et en plus, je suis le président de l'association, pas de l'Institut des architectes, de l'association des agences d'architecture, ce qui est différent. Ce sont des agences organisées. Et je suis devenu ça, je donne ces cours, j'écris ça, parce que je crois qu'il faut toujours batailler pour la profession, pas seulement pour la profession, mais qu'il faut être professionnel. L'architecte ne peut pas se considérer un artiste parce qu'il joue avec des sommes énormes d'argent, il joue avec le genre, etc. C'est-à-dire, les côtés artistiques s'étendent de ce côté, mais il faut être un professionnel. Il faut répondre dans ces délais. Et évidemment, ces délais sont fous, mais dès qu'on accepte une commission, il faut la faire parfaitement. C'est-à-dire, il faut travailler bien. Et plutôt que la technique, j'ai parlé, la technique est une conséquence. Mais ce que je crois, ça c'est pas seulement pour les architectes, c'est qu'il faut être des professionnels. On est payé pour être un professionnel. La créativité, on est payé pour ça aussi, mais pas seulement pour ça. Je crois que c'est ça la direction. Nous faisons ça. Lorsque nous répondons aux besoins du client, nous mettons le meilleur de nos efforts pour que ce soit beau, évidemment. Mais ça vient à côté des autres conditions. Et ça dépend aussi du genre de travail qu'on a. Parce que lorsqu'on fait une industrie, elle est belle, mais elle est vraiment nécessairement carrée, etc. Parce que là, elle doit être belle par sa fonction, pour ce qu'elle représente et pas avec sa décoration. Parfois, on a des projets où on peut se donner, je dis, le luxe, hein, c'est-à-dire un petit salon de coiffure, disons une petite décoration, un travail. On fait pas mal d'agences de banque, etc., qui ont un argent fou, ils peuvent dépenser n'importe quoi, après 4-5 ans, ils veulent changer tout. Alors, pas de problème. On peut être léger dans ça, inventer des choses qui ne sont pas durables. Ça va changer. Ou comme tu as vu, ou le contraire, comme ces cimetières qui étaient la chose la plus durable que tu peux s'imaginer. Mais enfin là, on a imaginé une fois dans la vie, on peut utiliser quelque chose de classique, de riche, etc. Parce que quelque chose qui doit durer, il doit avoir du marbre, etc. C'est une chose différente. Mais la plupart des bâtiments qu'on fait ici sont les chiffres pour les bâtir sont pas grands, etc. Il faut répondre au milieu où nous sommes. Je crois que c'est ça. Au Brésil, lorsque vous recevez un travail, à quelle vitesse vous devez travailler? Je vais te donner un exemple avant. Lorsque je travaillais à Alto, je suis entré là l'année 64. Je suis entré, j'ai vu une énorme, comment ça s'appelle les modèles d'un bâtiment, hein? À l'échelle 1,50, c'est-à-dire c'est énorme, on ne fait jamais des modèles comme ça, d'un théâtre qui était à Essen, en Allemagne. Il avait toutes les fauteuils, le siège, ces petits trucs, les décorations de murs, tout ça a été fait. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai demandé aux garçons qui faisaient ces modèles combien de temps ils travaillaient dans ça. Ils ont bien. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces modèles. C'est-à-dire, ça faisait des années qu'ils faisaient le plan, évidemment, parce que les modèles, ça faisait 2 ans. Moi, j'ai dit ça incroyable, absolument incroyable. Je suis resté 1 an et demi, les gens ont toujours travaillé en ça. Je suis resté au Brésil. Je suis jamais plus rentré à l'agence Alvarado. En 1982, je suis rentré en Finlande, c'est-à-dire, ça faisait presque 20 ans. Je ne suis plus jamais. Et j'ai décidé d'aller à l'agence Alvarado, évidemment, pour prévoir les copains, il y en avait encore.
Et je suis allé près de l'heure du déjeuner parce qu'à l'agence d'art, il y avait toujours un déjeuner avec tout le monde pour déjeuner avec le monde. Je suis arrivé à 11 heures et j'avais un ami, un Italien, qui a dit: tiens, Serge, merveilleux de te voir, je suis enchanté, mais tiens, pour qu'on puisse parler calmement, peux-tu rentrer à midi lorsqu'on va déjeuner? Après ça, parce qu'avant midi, il faut qu'on termine des desserts parce qu'il y a une réunion avec des Allemands, etc. Et je dis ça, je me moquais, je dis: tiens, sur le théâtre d'Essen. Il m'a dit: comment est-ce que tu savais ça? Et j'ai fait seulement une blague parce que c'était incroyable. J'étais sûr que le théâtre était fait, construit, etc. C'était 20 ans, ils étaient toujours sur le même projet. Et la femme de Haute est venue au Brésil l'année dernière, elle est venue chez moi, je demandais, elle dit: bien, tiens, on est encore entendu, maintenant il est en train d'être bâti, on fait des détails, etc. Bien, ici, c'est un peu différent. Je t'ai dit sur cette histoire de parler des histoires de télécommunications. Lorsqu'on a gagné ce concours, les conditions étaient ça, que le jour 0, on commençait 4 projets. Les jours 90, ces 4 projets devaient être prêts. Prêts, je dis, architecture, structure, etc., le budget, prêt pour être bâti. Ces bâtiments avaient un minimum de 2000 mètres carrés et quelques-uns, ils en avaient 15 000, 12 000. N'importe quel métrage, c'était comme ça. Mais disons, les jours sans vent, il fallait soumettre autres 4 projets. C'est-à-dire, ça commençait le jour 30, évidemment, les jours 100, et le jour 150, autres 4 projets, ça pendant 2 années. Des années. Ça veut dire que on avait toujours, si tu fais la compte, il y avait toujours 12 projets à l'agence. 4 en avant-projet, 4 en milieu, 4 à la fin. On ne pouvait pas être en retard un seul jour parce qu'il y avait des punitions énormes. Parce que ces affaires étaient pour le téléphone. Et un jour qu'on gagne, c'est comme un jour d'hôtel. Un jour perdu, on ne peut pas rattraper ça. Alors, et tous les gens, ça c'était pour tout le Brésil, il fallait envoyer ces par avion, etc., contrôler tous ces procédés. Et tous ces projets, ça durait 30 jours, 90 jours, 90 jours, pour 4 projets, 90 jours pour autres 4, etc., etc., etc. Et il y avait une marque sur le contrat qui disait que si jamais il y avait un défaut sur ce plan, qu'il fallait qu'on aille n'importe où en Amazonie, je ne sais pas où ça se faisait, en 2 jours pour résoudre le problème à nos frais. Et on a travaillé évidemment, ce truc a duré 2 ans. Après ça, on a continué à faire des travaux, mais pas avec la même quantité. Mais on travaille jusqu'à maintenant. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Ils ne nous ont jamais appelés pour résoudre quel problème. C'est-à-dire tout ça a été détaillé précisément pour que ça n'arrive. Évidemment, on travaille comme ça, même s'il n'y a pas de punition, c'est une question professionnelle. Mais avec cette vitesse, c'est assez imaginable qu'on va oublier quelque chose. Mais on est tellement habitué à travailler avec cette pression qu'on a oublié. On n'a rien oublié. Et maintenant, tu vois, je t'ai montré ces parcs qui à 5 km. On fait 2 parcs comme ça. On a eu 45 jours pour l'avant-projet et 3 mois. Mais disons 3 mois pour le tout du projet. Mais il y a des parties des parcs qui doivent être soumises dans un mois, 40 jours, 10 jours, etc. Avec des drainages, avec la terraplénage, tout ça, avec le budget. Et il n'y a rien à faire parce qu'on ne fait pas ça. Il y aura quelqu'un d'autre qui fait, peut-être pas avec la même qualité, mais il le fera. Et ça, c'est comme les pays roulent, je crois que c'est une question. Ça sont des questions politiques. Mais lorsque c'est un privé, je t'ai parlé, c'est une question que l'argent coûte tellement par mois qu'il faut. Et les matériaux de construction, ça double plus vite que l'argent, que le coût de vie. Alors il faut construire vite. Et en plus, les gens qui vont faire une industrie, ils veulent toucher rapidement. C'est-à-dire en Europe, on fait un plan de maturation d'investissement pour 15 ans, 20 ans. Ici, les plans sont pour 2 ans. Les gens veulent rattraper leur argent en 2 ans. Alors, il faut faire vite. C'est une
question de sous-développement, mais il n'y a rien à faire. Avec ça, Brasilia a été fait en 4 ans. On voit là. C'est une condition de marché. Ou toi, soit tu fais ça, ou soit tu n'as pas de travail. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait ça, mais on fait ça correctement. C'est que plus difficile, parce qu'évidemment, tu peux soumettre des choses comme ça, mais pour le faire techniquement, correctement, c'est pas facile. J'ai beaucoup remarqué ici au Brésil qu'on utilisait très peu la couleur dans la construction. Je trouve ça dommage parce que le Brésil est très coloré et je trouve Sao Paulo une ville très très grise et noire, déjà contaminée par le carbonoxyde. Comment se fait-il qu'on n'utilise pas tellement de couleurs, mais je crois que toi tu es assez intéressé, Sergio, à la couleur. Tiens, tu vois, je travaillais en Europe, je voyais que les choses étaient grises, disons, grises. Mais même en Europe maintenant, on met la couleur beaucoup partout. Mais lorsque je suis rentré ici, il y avait un Brésil dont je me souvenais, je suis resté 7 ans, 6 ans en Europe, avec ses hivers, etc. Et le Brésil dont je me souvenais, c'était pas le même Brésil. Lorsque je suis arrivé à dire, tiens, c'est pas tellement coloré comme j'imaginais. Évidemment, il y a la couleur des arbres, les vêtements des gens, je ne sais pas, tu as vu pendant l'été, les gens sont des... Mais les bâtiments sont la chose la plus grise qu'on puisse voir. Ça, c'est surtout parce qu'on peut faire au béton comme le béton. Alors c'est gris, c'est noir, c'est foncé, etc. Mais même lorsqu'on met la couleur, tu peux regarder là-dedans. Tu regardes là-bas, tu vois les gens de couleurs sont toujours de couleurs neutres, sont pas de couleurs. Tu vois, c'est les marrons, le beige, les verts comme ça. Le vert, c'est une couleur très neutre. Toujours neutre. Ici, c'est pas, ça c'est drôle, c'est une idiosyncrasie du chef. À l'agence, on est interdit de mettre le vert. Interdit. C'est comme ça, parce que si on veut mettre du gris ou du marron, c'est-à-dire on est d'accord qu'on va mettre des couleurs neutres. Mais lorsqu'on veut mettre le vert n'est pas neutre. Le vert, c'est une couleur neutre qu'on veut dire qu'elle est une couleur. Alors mettez les rouges, le jaune, etc. Le vert, on laisse pour enfin, il y a des arbres. Et aussi, je crois que les toiles de céramique, etc., ont des couleurs fantastiques ici. Elles résistent très bien, elles se donnent bien avec le climat, elles sont résistantes et elles ne sont... Je sais, revêtir un mur de toile, ça coûte moins, mais vraiment moins que le faire en béton. Vraiment, on a fait des calculs ici comme ça. Et on utilise très peu ça, et on a une industrie céramique énormément développée. Et c'est absolument dommage. São Paulo est une ville grise, et ça pourrait beaucoup aider. Mais Rio, c'est déjà plus gai. Hein? Tu n'aimes pas tellement. Hein? Au moins, à Rio, on utilise les blancs. C'est pas si à voir. Pas mal de blancs, alors ça reflète. Mais ici, même pas les blancs, ici, c'est les gris. Bon, j'ai aussi remarqué que ici au Brésil ou un peu partout dans les tropiques, en Amérique du Sud, que les architectes, certains architectes utilisaient beaucoup du vert noir ou des verts très foncés. Ça doit poser beaucoup de problèmes parce que les verts foncés absorbent beaucoup la chaleur. Pourquoi ce choix de vert? C'est pas seulement les choix du vert foncé là. On a fait des essais, évidemment, le vert foncé, il laisse entrer moins de chaleur que les verts transparents. Ça ne veut pas dire que ça ne laisse pas entrer de la chaleur. Ces choses sont utilisées ici tout simplement par la mode. C'est la copie du style international qu'on voit n'importe où et que je crois parfois qu'il est mauvais, même dans le pays froid. Parce que à New York, par exemple, hein, on a tous ces bâtiments d'hiver, mais l'été à New York, c'est vraiment terrible. Et ce vert est toujours là. Mais enfin, c'est une question de proportion. Il y a 2 mois d'été, comme en Finlande, par exemple. Évidemment, il y a le vert, il y a 2 mois d'été, mais je me souviens que il y a 2 mois d'été, mais plusieurs mois de lumière. Et je me souviens que les maisons étaient très chaudes dedans, parce que les fenêtres étaient
très petite, on ne pouvait pas ouvrir, alors il y avait les soleils qui entraient toujours, il n'y avait pas de rideaux. C'est pas un problème seulement brésilien, mais ici c'est pas seulement un problème de tropique, mais ici c'est encore pire à cause de la température, de l'angle du soleil. En plus, c'est ici que les théories. Le Corbusier a fait un tas de théories. Maintenant, il est beaucoup critiqué, mais il y a quelques-unes de ces théories qui sont formidables. Cette théorie de la protection du soleil, dont les Brésiliens ont été les inventaires avec ces bris soleil, les trucs comme ça, tous les genres de protection qu'ici on est fanatique à l'agence d'utiliser, parce que c'est très riche, ça donne une façade très riche, au lieu de ces bâtiments absolument sans personnalité qui sont des bâtiments de verre. Alors, il n'y a pas de raison, c'est une question de mode international. Mais en plus, si tu vois l'avenida Paulista, tu as vu ici, ou l'avenida Faria Lima, où il y a pas mal de ces bâtiments, il y a aussi des impositions des clients qui sont des grands bâtisseurs pour vendre des... J'ai eu ce genre de problème parce que je connais ça. Les gens veulent vendre des bâtiments, ils vendent des planchers pour des grandes compagnies, et tous ces bâtiments ont des noms américains. C'est drôle, ça s'appelle édifice Advanced, édifice Royal Tower, c'est drôle, tu vois, les bâtiments, ça c'est les bâtiments des buildings de commerce, ils ont tous des noms américains. Tu vois, Advanced, Royal Tower, Park, quelque chose. Ils sont tous en verre parce qu'il faut imiter New York, et alors c'est pas la faute des architectes, ce sont les propriétaires qui veulent ça parce que ça vend. Les gens qui vont acheter ça n'ont pas l'idée que ces bâtiments de verre sont des chemins, hein, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, il a ses dépenses d'air conditionné, etc., etc., etc. Tu vois, c'est une chose de niveau de culture. Parce que tous les bâtiments, les buildings ont des noms américains. Les bâtiments d'appartements, ils ont les noms français. Ça s'appelle Ville des Rois, Parc, je ne sais pas quoi, Maison, tout en français. Et lorsqu'on a des lotissements, des petites maisons, alors ils ont des noms portugais, la terre de, je ne sais pas, comme si c'était de la traduction. Tu vois aussitôt à São Paulo qu'il y a un tas de bâtiments méditerranéens, coloniaux, néo, etc. Parce que São Paulo, c'est une ville de nouveaux pauvres, je ne dis pas nouveaux riches, où l'argent compte beaucoup ici. C'est une ville d'immigrants et les gens veulent avoir un statut que ça se traduit par des bâtiments de style qui n'ont rien à voir avec les pays. À Rio, tu vois moins ça, c'est-à-dire, tu peux ne pas l'aimer, mais tu vois pas tellement de bâtiments de style à Rio. Ils profitent de la lumière, etc., du paysage. Surtout que ces bâtiments de style ont des fenêtres comme ça, lorsqu'on a un climat qui permet des choses. Mais il faut les protéger avec les bris solaires. C'est pas tellement fait. Comment est-ce que les architectes brésiliens ont réagi avec le style postmoderne? Avec ça, il fallait poser cette demande à d'autres gens parce que je suis un peu partiel. Ça, disons, je t'ai montré, on fait un bâtiment comme ça. Je trouve que ça fait 20 ans, 15 ans que nous avons l'agence, j'ai 20 ans de profession et 27 ans de diplômé. Après tout ce temps, je dis, tiens, une fois, on peut jouer un peu. Une fois, après 20 ans de profession, je dis bien, cette fois on peut jouer un peu, parce que ces bâtiments, cet style, cette chose, répond aux besoins de ces bâtiments. Tu vois, c'est un cimetière, c'est quelque chose où il y a des classiques, etc. Très froid, où les matériaux, ça compte beaucoup. Je crois que le reste, c'est une imitation, mais même, je crois que ça, c'est une opinion personnel. Je crois que ce style post-moderne, même aux États-Unis, c'est une question de marketing. Je suis absolument sûr que c'est la même chose que vendre les bâtiments de style. Les Américains sont comme les Brésiliens, sont une société qui est devenue riche rapidement, etc. Et ils aiment des maisons de style. Et c'est drôle parce qu'ils travaillaient dans des bâtiments absolument modernes, extraordinaires, et tu vas chez la maison du directeur de Time Life, là, une maison georgienne, pas vieille, mais moderne, dessinée georgienne, etc. N'est-ce pas? Je ressemble beaucoup les gens de São Paulo à ça, etc. On est les Américains. Même comme dynamique de travail, on est très américains ici, je crois. Plus que les Américains, on travaille davantage ici.
je crois que pour la société américaine, ces bâtiments ont donné, c'est qu'en français on appelle les standing, n'est-ce pas? Tiens, j'habite dans un... Et le postmoderne, ça a attrapé un peu la tradition du tiens. On voit en France ces bâtiments que Beaufil l'a fait, tu connais, en France, les parcs, les aqueducs, etc., que les Français ont acheté. Si on vendait ça en Scandinavie, les gens n'achèteraient pas. Mais en France, les gens aiment bien. Ils habitent dans un château HLM, n'est-ce pas? C'est un HLM, mais c'est un château. Les gens ont envie d'avoir une façade qui ne correspond pas à leurs besoins, etc. Je crois que ce style va très bien. Ici, si tu vas regarder les côtés où il y a du commerce, pour là, ça c'est très bien. Pour c'est un amusement. Depuis 3 ans, ils changent la façade, etc. Je trouve que c'est parfait pour ça. Mais pour quelque chose qui va rester pendant des années, ça ne signifie pas le Brésil. Ça n'a rien à voir. Est-ce que l'architecture du Brésil dure ou est-ce qu'on la change assez rapidement après quelques années pour reconstruire quelque chose de plus récent? J'écris dans un article que dans 20 ans, tous les romans, les gens de Rome, ils viendront au Brésil voir les ruines des Brasilias. On va inverser les procès. N'est-ce pas? Il y a des gens, les Italiens viennent. Tiens, voyons les ruines du nouveau siècle. La qualité de nos matériaux, la vitesse de la construction, les systèmes de concurrence publique pour faire ces bâtiments, ça ne donne aucun avenir à ces bâtiments. Ils ne vont pas rester. C'est une question de qualité de construction. En plus, je ne sais pas si tu sais, mais la ville de São Paulo, elle a été rebâtie 3 fois ce siècle. C'est la 3e fois qu'elle est c'est-à-dire ces bâtiments qui sont ici, c'est le 3e ou 4e bâtiment qui a été dans cet endroit dans ce siècle. Toute la ville, c'est comme ça. Ça, c'est une question de spéculation foncière, de croissance de population, etc. Tu vois, cette ville-là-haut. Je trouve que ces gens du patrimoine, un historique ici, sont des utopistes. Je dis, tiens, il y a d'autres endroits où employer les patrimoines. Ici, à São Paulo, la vitesse de changement, les besoins exigent cette genre c'est inutile de garder une toute petite maison au milieu de la ville où il y a 50 bâtiments. Oh, c'est la bêtise. Vraiment, les efforts des gens du patrimoine pourraient être employés. Cette ville, je la crois vraiment perdue. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire ici, c'est vraiment faire devenir de plus en plus une ville du XXe siècle. Pas comme on l'a fait à Caracas. Hein. Mais quand même, il ne faut pas. Cette ville, elle nourrit les pays. Elle représente 45% de l'argent qui roule dans tous les pays. La ville. Alors, il faut s'adapter aux conditions économiques. Et c'est à cause de ça que, disons, les gens de São Paulo, ils ont les meilleures conditions économiques de vie, etc., les meilleures conditions professionnelles, mais ils sont les meilleurs professionnels comme des techniciens parce que la compétition ici est très dure, mais aussi on a la vie la plus dure. Disons, pas la vie économiquement, nous sommes mieux que les autres, mais comme effort de vie, comme qualité de vie, c'est la pire, c'est une des pires des villes du monde. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Et nos constructions, nos bâtiments réfléchissent ça. La seule chose que je vais rajouter, c'est pas sur l'architecture ici. C'est pour toi, je trouve que c'est formidable d'avoir un pays comme la Suisse qui s'intéresse où il y a c'est comme lorsqu'on a commencé notre entretien, qui s'intéresse, qui a un niveau de culture où on puisse discuter ça à la radio, il y a des gens intéressés, etc. Pour des choses qui au Brésil, ça pas. Évidemment, il y a des siècles de différence, etc. Mais quand même, ces programmes culturels ici, ça passe sur une chaîne de télé, il y a 0,00%. Même les gens qui sont cultivés, etc., ne s'intéressent pas à ça. Je suis d'accord que c'est un pays différent, etc., mais je trouve formidable qu'un pays vient, surtout avec la radio. Si c'était la télé, je comprends mieux, mais la radio, c'est vraiment formidable. Alors je voudrais te remercier, Sergio, de nous avoir reçus dans ton bureau d'architecture et de nous avoir ouvert un peu plus les yeux sur l'architecture du Brésil. Merci.
Thank you.